Je commence la lecture du chapitre 7 avec un nouveau danger qui rôde. Cette fois-ci, après les bombardements et l'arrivée de l'armée, voici l'arrivée du crime, CRIM. Je rappelle que c'est le centre de recrutement, instruction et mobilisation qui vient chercher les hommes en âge de se battre pour les enrôler de force. Et donc, notre personnage a déjà échappé une fois à la crime car il n'est pas réquisitionnable, mais ça reste quand même dangereux pour lui. La famille, je le rappelle, a passé la nuit dans un escalier, n'a pas plus à manger, n'a plus rien. L'argent ne vaut plus rien car c'est la guerre. Et ils approchent de la frontière, mais ils en sont encore assez loin puisque Figueras, c'est pas tout à fait encore la frontière. Et les troupes nationalistes de Franco s'approchent de plus en plus puisqu'ils sont, on le dit en tout cas, pas très loin de Gérone, c'est-à-dire la dernière ville où ils étaient. Et donc ils se rapprochent très vite, sachant qu'eux, ils se déplacent avec une femme âgée et des enfants qui ne marchent pas très bien. Et voici donc la lecture. Lorsque nous nous réveillons à l'aube, il y a déjà beaucoup d'agitation dans le café. Nombreux sont ceux qui se lancent dans la rue en quête d'improbables déjeuners. D'autres, plus chanceux, ouvrent leurs sacs pour sortir des provisions. Avec une lenteur administrative, ils se répartissent sur les guéridons. Luxe extrême. Dans un coin, on aperçoit un réchaud à alcool qui fait fumer le malt devant les envieux déshérités de la fortune. Car je dois dire que de cet établissement qui fut un jour un café, il ne reste que le local. C'est un café, sans serveur et sans équipe en cuisine, un peu comme le vêtement sans tissu du célèbre conte. Informés cependant que des verres de lait sont offerts gratuitement dans le local de l'UGT, nous nous rendons là-bas. Malheureusement, nous arrivons trop tard. La distribution vient de s'achever. Je le regrette pour la grand-mère et les enfants, mais il n'y a d'autre solution que de se résigner et de revenir à midi, en espérant avoir plus de chance. Déçus, nous décidons de sortir quand une nouvelle patrouille de soldats du crime apparaît à la porte du syndicat. 2 d'entre eux se postent à l'entrée, en sentinelle, pendant que les autres pénètrent dans le local, et le contrôle des papiers recommence. 4 ou 5 individus tombent cette fois dans les filets. Ils sont tous en train de partir quand, au moment de passer à côté de moi, l'officier arrête. Les papiers ? Je présente à nouveau ma pièce d'identité. L'officier la regarde, m'observe ensuite, moi, et, après un bref instant d'hésitation, se décide. Venez avec nous. Terrorisée, Manola se jette dans mes bras. Moi, je regarde l'officier stupéfait. Avez-vous vu mon âge sur la carte d'identité ? Regardez. Sur cette photo, vous êtes habillé en uniforme. C'est vrai, j'étais milicien. Je l'étais encore lorsqu'on m'a renouvelé la carte. Bon, vous vous expliquerez là-bas. Venez avec nous. L'arrestation est arbitraire, mais son ton autoritaire n'admet pas de contestation. Je n'ai pas le choix, je dois le suivre. Sans rien dire, je donne un baiser à mes enfants, angoissés à l'idée de les laisser ainsi brusquement arrachés à mes bras au milieu de cette terrible tempête qui nous emporte tous. Mais je ne veux pas sombrer dans le pessimisme. Tout s'arrangera, dis-je à ma famille. Une fois au crime, je leur parlerai, et dès qu'ils me libéreront, je viendrai vous rejoindre. Ne vous inquiétez pas et attendez-moi ici. Je me décide à suivre la patrouille lorsque Manola, dans un élan, fait face à l'officier. Moi, je suis mon mari. Ça vous avance à quoi ? À savoir ce qu'il va lui arriver. À savoir où vous l'emmenez. L'officier hausse les épaules. Faites ce que vous voulez. Nous sortons dans la rue. L'officier avance devant d'un pas décidé. Derrière nous, les fusils à l'épaule, la patrouille ferme la marche. Quand nous arrivons devant le bâtiment occupé par le crime, un groupe de soldats qui se réchauffent au soleil nous regarde avec indifférence. 2 sentinelles armées de baïonnettes gardent l'entrée principale. Mauvaise affaire, murmure un compagnon d'infortune. Celui qui passe cette porte ne sort plus de là, si ce n'est le fusil à l'épaule. Manola se serre contre moi, effrayé, et nous entrons avec les autres. En franchissant le seuil, je me souviens de ce célèbre vers que Dante vit gravé sur l'horrible porte de l'enfer. Lasciate ogni speranza voi scentrate. Excusez-moi, c'est l'espagnol, ma spécialité. C'est pas vraiment une spécialité. Abandonnez toute espérance, vous qui entrez.
À l'intérieur du crime, il est physiquement impossible de faire un pas. Une foule de détenus issus des dernières rafles attendent impatiemment dans les salles et les couloirs que le commandement décide de leur sort. Il y a beaucoup de bruit. Dans la cour intérieure, assis au froid soleil de cette fin janvier, des soldats mangent leur soupe. Les voir tremper leurs morceaux de pain dans la casserole fumante fait envie, surtout à tous ceux qui, comme nous, jeûnent encore. Un sergent se plante au centre du vestibule, au milieu des troupes, et crie des ordres sur un ton autoritaire. Ceux qui ne sont pas encore inscrits, mettez-vous en rang. Je dois me séparer de Manola et faire la queue le long d'un couloir qui mène au bureau de contrôle. Dans l'espoir d'y voir ma situation s'éclaircir, je patiente dans la file interminable qui, 1 heure après, a seulement avancé de quelques mètres. Finalement, un officier s'approche, suivi du sergent crieur. « Voyons que toutes ces personnes montent au premier étage, qu'elles intègrent la seconde compagnie. Mais, mon capitaine, nous n'avons pas fait l'inscription. Nous la ferons plus tard, il n'y a pas de temps à perdre. » L'officier s'éloigne. Le sergent, retrouvant son allure autoritaire, revient vers nous. « Allez, suivez-moi. » Nous le suivons. Au pied de l'escalier qui monte depuis le vestibule, Manola m'interroge des yeux. « Attends-moi là, je reviens vite, » lui dis-je à voix basse. Je lui dis ça pour dire quelque chose, pour calmer son angoisse, mais en réalité, je doute de pouvoir me tirer de ce coup de filet inattendu. Et alors que je monte par le vieil escalier, je repense à mes 2 petits-enfants et à la grand-mère qui sont en train d'attendre notre retour anxieux, tous les 3 tellement faibles pour s'en sortir seuls au milieu de ce désastre. Je pense à ma sœur et à Paco, et je repense, avec une douleur infinie, à ma compagne dévouée qui restait en bas au pied de l'escalier, les yeux en larmes, et qui espère un miracle impossible, quitter le crime à mon bras. Qu'adviendra-t-il d'elle et de mes enfants? Les reverrai-je un jour? Le moral est 0. J'entre avec les autres dans une grande salle froide, inhospitalière, qui a été affectée à la seconde compagnie. Une 60aine d'hommes sont déjà là, aux ordres d'un jeune officier. Notre arrivée va certainement compléter le contingent. Je regarde mes compagnons d'infortune. Il y a des hommes de tous âges. Certains ne doivent pas être loin de la 50aine. Assis sur des caisses de munitions ou le dos appuyé contre les murs, ils ont l'air abattus. Ça fait de la peine de les voir ainsi. Que peut-on attendre de ces hommes usés par l'âge et des misères de la guerre? Où pourront-ils trouver la force physique et les ressources morales pour affronter la tempête de feu, alors que nos troupes vaincues se replient par tous les chemins en direction de la frontière? Y a-t-il encore un fou qui croit pouvoir résister? On cherche des hommes, désespérément. Mais que pourraient faire ces pauvres civils alors que nos soldats pleins de jeunesse endurcis par la guerre ne peuvent plus freiner l'avancée triomphale des forces franquistes? Et maintenant que cette bataille du front catalan est définitivement perdue, à quoi peut bien servir mon sacrifice inutile? Ça n'a pas de sens. Alors que tout s'effondre irrémédiablement, que tout fout le camp, mon dernier devoir est de sauver ma famille, de les sortir de cet enfer. Sans mon aide, ils feraient naufrage comme un bateau sans gouvernail. Et en bas, Manola. Manola, qui fait le piquet depuis des heures au pied de l'escalier, qui attend l'impossible et qui ne part pas, et qui ne partira pas sans moi, non. D'une manière ou d'une autre, il faut quitter le crime. Une idée me vient à l'esprit. Capitaine, ma compagne patiente en bas dans le vestibule. Me permettez-vous de descendre pour lui dire au revoir? Oui, allez-y, mais faites vite, parce que nous attendons les camions. En 2 enjambées, je descends l'escalier. Manola est en train de pleurer. De jeunes soldats lui ont dit. Camarade, si tu attends ton homme, tu perds ton temps. C'est un piège à rats. Celui qui se fait prendre ne s'en échappe pas. Fais-toi l'idée de partir sans lui. Mais elle n'est pas partie. Elle est là, dans le vestibule, collée à la rampe de l'escalier, avec sa foi en moi, sûre que, d'une façon ou d'une autre, je saurais forcer notre destin. En me voyant, elle se dirige vers moi. Mes yeux cherchent la rue avec anxiété. Devant la porte, les soldats armés de baïonnettes surveillent toujours la sortie. « Ça y est, nous pouvons partir ?» me demande mon épouse inquiète. « Pas encore, je vais tenter quelque chose. Que vas-tu faire? Attends. » Je me dirige vers le sergent. « Le commandant, je souhaite lui parler. » En insistant, je parviens à ce qu'on lui remette ma carte de visite. Quelques instants plus tard, le commandant consent à me recevoir dans son bureau. Heureusement, il connaît ma signature d'écrivain, ce qui facilite grandement l'entrée en matière. Je lui montre mes papiers parfaitement en règle.
Oui, j'ai effectivement fait partie des milices populaires la première année de guerre, mais je suis retournée à mes activités théâtrales dès que l'armée républicaine a été créée officiellement. Je lui expose la situation dramatique dans laquelle se trouve ma famille et lui explique le déroulement de l'arrestation arbitraire dont j'ai fait l'objet. Le commandement m'interrompt. C'est ce qui se passe dans ces moments de confusion. Vous devez vous y faire. Bien sûr, je peux vous donner une autorisation pour sortir d'ici, mais il faut la remettre à la sortie. Elle ne pourra donc vous servir qu'une fois. Par ailleurs, je ne pourrai pas éviter que dans la rue, on vous arrête à nouveau. Et si je ne suis plus là, je ne peux plus rien faire pour vous. C'est déjà beaucoup. Ce qui importe pour l'instant, c'est de sortir. Une fois dehors, on verra bien. Reconnaissant, j'accepte le minuscule laissez-passer salvateur et heureux, je sors retrouver Manola. Quand je lui dis que nous partons, tout le monde nous regarde d'un air surpris, avec envie aussi, et ils ne comprennent pas. Quelques secondes plus tard, les portes du crime s'ouvrent devant nous. Nous avons vaincu l'impossible. Mais la liberté peut être de courte durée. Nous risquons de rencontrer une nouvelle patrouille. Et comme nous n'aurons peut-être plus la chance de trouver le commandant dans mon bureau, mieux vaut ne pas tenter le diable une deuxième fois. Que faire pour l'éviter? C'est déjà le milieu de l'après-midi. Nous sommes tous les deux épuisés car nous n'avons rien mangé depuis hier. Mais avant de penser au repas, il faut résoudre un problème. Je n'hésite pas une seconde. À l'hôpital militaire. Pourquoi? Je ne sais pas encore très bien, on verra là-bas. Nous nous glissons dans un labyrinthe de ruelles pour éviter de traverser le centre peuplé de la cité où circulent les patrouilles. Et peu de temps après, nous entrons dans les locaux de l'hôpital militaire. L'officier médecin de garde. L'officier médecin de garde dis-je à un infirmier. Patientez un instant, on vous appellera. Quelques minutes plus tard, nous nous retrouvons en présence d'un jeune capitaine sympathique et courtois. Par chance, il connaît aussi mon nom. Je lui fais part de l'incident dont j'ai été victime, comment je m'en suis sortie et la situation d'abandon dans laquelle se trouve la mère de mon épouse et nos 2 enfants. Le capitaine médecin nous lance un regard profond et cordial. Il prend un papier bleu sur la table, remplit chacune des cases de l'imprimé avec sa plume, appose signature et cachet et me dit en me le remettant. La situation s'améliorera dans quelques jours. En attendant, surveillez votre santé. Pour guérir, vous avez besoin d'un climat de montagne. Hop. Je vous montre là une image importante. Hop. Vous l'avez dans le livre, page 108. Il s'agit d'un laissez-passer en quelque sorte des hôpitaux qui montre que le personnage, qui est aussi l'écrivain, a eu une sorte de laissez-passer pour non comment dire, pour le fait qu'il n'est pas vraiment apte au service. Donc il peut, avec ce document, peut-être espérer échapper à la brigade du crime. Et donc le médecin reprend. Et il ajoute en me serrant la main au moment de nous quitter. Avec ça, personne ne vous embêtera. Que la chance soit avec vous et que vous puissiez les sauver. Nous sortons du bureau. Une fois que nous sommes seuls dans la salle d'attente, je déplie avec impatience le papier bleu que je tiens dans la main. C'est un justificatif de soins ambulatoires délivré à mon nom. En tant que soldat hospitalisé, on m'envoie séjourner en convalescence à la Jonquera. Là aussi, la Jonquera, vous allez le voir, c'est pas très loin de la frontière française. On va y passer. Peut-être même qu'on fera une petite pause là-bas, j'en sais rien. C'est un endroit où on passera pour aller à Saragosse. La Jonquera est à 5 km de la frontière française. Tel de l'or en barre, je range le papier dans mon portefeuille et nous sortons dans la cour de l'hôpital. Il fait déjà nuit. Sous la faible lueur d'un lampadaire, le long du mur, on aperçoit une longue file de soldats qui font la queue devant la porte du cabinet médical. Il y a des têtes bandées, des bras en écharpe, des minerves autour des cous. Ce sont des convalescents. Par la porte entr'ouverte, on peut voir 3 médecins habillés en civil qui passent les jeunes gens en revue. Voyons cette gorge, bon ça va mieux, hein, qui te donne un peu de glycérine. Suivant! Manola prend mon bras et 1 minute après, nous perdons tous les deux dans un dédale de ruelles obscures. Quand nous arrivons devant les portes de l'UGT, une nouvelle patrouille nous arrête. Mais cette fois, le petit papier bleu fait un miracle et me permet d'atteindre ma destination sans encombre. Quelle joie immense d'embrasser mes 2 enfants. Quelle émotion pour ma belle-mère, ma sœur et mon beau-frère après ces heures d'angoisse interminables. Mais enfin, à présent, nous sommes tous réunis
et exténués. Et comme il est déjà 8 heures du soir, nous quittons le café sans perdre un instant et partons à la recherche de notre petite cantine d'assistance sociale. Car nous arrivons, le premier service de clients est déjà en train de dîner et nous devons faire la queue dans l'escalier pour le deuxième service. Mais les 24 heures d'abstinence que nous avons subies sont récompensées un peu plus tard par une nouvelle émouvante. Les lentilles et le riz sont aujourd'hui accompagnés d'un peu de pain. Sitôt le dîner terminé, comme la nuit précédente, nous retraversons les ruelles obscures à la recherche d'un refuge où dormir. Aujourd'hui, nous passons sans nous arrêter devant les portes du café et entrons dans le local de l'UGT, dans l'escalier, dans l'espoir d'y trouver davantage de confort que la nuit précédente. Et en effet, dans le grand salon du premier étage, il reste encore des espaces inoccupés. Malheureusement, les divans qui longent les murs sont déjà pris et les chaises aussi. Nous devrons donc dormir par terre, mais au moins nous serons bien à l'abri du froid et nous pourrons étendre nos jambes. Le lit est choisi, il ne reste plus qu'à s'allonger, ce que nous faisons tant bien que mal en nous couvrant à moitié avec la couverture et le châle de la grand-mère. Enfin, avec la tête appuyée contre les bras oreillers, nous sommes disposés à rejoindre Morphée. Quelques compagnons de chambre qui dorment à côté de nous nous montrent l'exemple. Nous ne nous sommes pas complètement assoupis qu'une rumeur qui monte dans la rue et s'étend rapidement dans le salon nous fait sursauter. « Jérôme est tombé ! Jérôme est tombé !» Les gens abandonnent leurs chaises et leurs divans pour entourer les nouveaux venus. Les commentaires pleuvent et l'information est complétée par une série de détails. Des femmes pleurent et les hommes calment leurs nerfs en se roulant des cigarettes. Certains, conservant leur flegme, retournent à leur position horizontale et leur sommeil interrompu en attendant que la nouvelle soit confirmée. Mais la rumeur grandit. Jérôme est tombé sans un coup de feu. Il ne rencontre plus aucune résistance. Bientôt, ils seront ici. Autour de nous, les gens commencent à enrouler leurs couvertures, à refermer leurs valises en prévision d'un départ soudain. Les plus prudents commencent à détaler sans plus attendre. Ils savent, par expérience, qu'il ne faut pas compter sur un camion de dernière minute. Quant à moi, je repense à l'esplanade de Gérone et au tragique assaut des camions. Je repense à la route interminable avec ses milliers de chariots et son immense cortège de fantômes. Je repense à la grand-mère et à mes 2 enfants et je tremble à l'idée qu'une fois de plus, ils soient obligés de faire la route à pied. Assis par terre, nous tenons un conseil de famille. Si la rumeur dit vrai, il est évident qu'il sera totalement impossible de trouver un camion au dernier moment. La leçon de Jérôme nous oblige à être prévoyants. Nous optons donc pour la prudence. Nous prendrons la route en suivant et nous verrons s'il est possible de trouver un véhicule. Si la tentative échoue, nous ferons le chemin par petites journées. Comme ça, nous pourrons parcourir les 18 ou 20 kilomètres qui nous séparent de la Jonquera sans nous presser et sans nous fatiguer. Après être tombés d'accord, nous nous levons. Comme nous n'avons pas de bagages, nous attachons notre couverture et, sans perdre de temps, nous sortons dans la rue. Il y a de l'agitation. On aperçoit des ombres chargées de paquets, de valises qui, comme nous, s'apprêtent à fuir. Nous prenons un raccourci via un dédale de ruelles et quelques minutes plus tard, nous marchons sur la route. Quand nous arrivons au poste de contrôle, des centaines de gens se trouvent déjà de part et d'autre de la chaussée. Ils ont eu la même idée que nous et veulent trouver un moyen de transport tant qu'il est encore temps. La nuit est froide, le ciel est couvert et la pluie fine et persistante qui commence à tomber mouille nos vêtements. Mais les gens restent là, sans quitter leurs bagages qui remplissent le fossé. Ils supportent de pied ferme le manque de clémence du temps. Tous les camions qui passent sont assaillis. Les gardes du poste de contrôle sont impuissants et ne parviennent pas à maintenir l'ordre. Les gens n'obéissent pas et les véhicules mettent un siècle à démarrer. Et quand enfin ils démarrent, ils laissent derrière eux des vagues de disputes. La route finit par se boucher. À présent, c'est au tour des chariots et des charrettes avec leurs montagnes d'affaires et de matelas. Le maître excite le mulet et le mulet se lance sur les gens qui doivent s'écarter brusquement, proférant des insultes envers le charretier. 2 heures d'attente stressantes s'écoulent ainsi. La pluie tombe maintenant par averse. Finalement, grâce aux efforts des gardes, une queue est organisée et des camions réussissent à partir en emportant avec eux une grande partie des gens. Mais la file augmente avec l'arrivée de nouveaux fugitifs. Et elle se fait et se défait au milieu des insultes à chaque assaut sur les véhicules. « Faites la queue ! Faites la queue !» crient les gardes du poste de contrôle. Mais
Saute celui qui peut et triomphe le plus fort. Beaucoup de gens trempés et écœurés renoncent à partir cette nuit et retournent à Figueras. Nous autres, nous continuons à patienter jusqu'à ce qu'arrive enfin notre tour. Très difficilement, luttant avec d'autres assaillants, nous parvenons à hisser la grand-mère et les enfants à bord d'un camion. C'est alors qu'une charrette qui passe à côté de moi m'écrase le pied. Je ressens une douleur intense, comme si mes os avaient été broyés, et je suis sur le point de tomber. Mais la foule qui m'oppresse me retient, et le hurlement de douleur qui s'échappe de ma bouche se perd au milieu des cris. Alors que le camion part en klaxonnant, j'aperçois la grand-mère et mes deux petits qui s'en vont. Ils sont tous les trois réunis et regardent vers nous, effrayés de se voir abandonnés, livrés au mystère de la nuit. « Hé, papa, ne nous laisse pas !» J'oublie ma douleur, je brise le cordon de garde à coups de coude et je me précipite vers le camion. Je ne sais pas comment j'ai fait pour monter, mais je suis déjà à bord, à côté de ma belle-mère et de mes enfants. Pendant ce temps, derrière nous, le nuage d'assaillants se perd dans l'obscurité avec son cœur d'injuste, tandis que devant le chemin s'élargit à la lumière des phares qui jouent allègrement avec les diamants de la pluie. C'est un camion sans bâche. Nous sommes assis sur une montagne d'affaires, de paniers et de sacs. L'air nous fouette le visage avec violence et la pluie trempe nos vêtements. Pour nous protéger dans la mesure du possible, nous nous regroupons tous les quatre sous le châle de Doña Antonia. On dirait une petite tente de camping et les enfants s'amusent à sortir la tête chacun à leur tour pour observer la noirceur du paysage à travers l'embrasure ouverte d'entre les deux franges. Malgré la protection du châle, nous nous mouillons beaucoup. De plus, nous sommes très mal assis. Avec les sacs remplis d'affaires, des objets saillants nous rentrent dans les os et ce qui me concerne, mon pied gauche me fait toujours mal. Mais dans ma chaussure, mes orteils bougent encore et se plient assez facilement, ce qui me laisse penser qu'il n'y a rien de cassé. Heureusement, dans ces circonstances, une blessure de ce genre serait catastrophique. Le voyage se déroule sans incident. La lumière bleutée des phares éclaire faiblement la route. De part et d'autre, l'obscurité. De temps en temps, les cimes des arbres ou les formes massives d'une ferme se détachent plus noires. Nous devons rouler doucement à cause de l'état de la route. Cela devient monotone. Sans arrêt, la rumeur constante de la pluie, le ronflement rythmé du moteur et le brusque claquement des roues sur les nids de poules. Finalement, le camion tourne à gauche et pour prendre un chemin de traverse et s'arrête 100 mètres plus loin. Il n'y a pas la moindre trace de village. Tout autour de nous, la solitude des champs. Seulement ça et là, lointaine dans la pénombre, des lumières qui brillent telles des étoiles tombées du ciel. Les gens refusent de descendre. Mais c'est la Jonquera. C'est là-bas, à 2 kilomètres. Le camion ne peut pas aller plus loin. Moi, je dois continuer par ce chemin et je ne peux rien faire de plus. Pas moyen d'humaniser le chauffeur. Ni avec des insultes, ni avec des plaintes, ni avec des pleurs de femmes. Il dit non. Et c'est non. Il n'y a pas d'autre solution que de descendre. C'est ce que nous faisons. Allégé de sa charge, le camion s'éloigne rapidement et nous laisse plonger dans l'obscurité. De leur côté, les voyageurs chargent leurs sacs et se perdent dans la pénombre à la recherche d'un abri. Nous restons indécis, sans savoir où aller. Le village est encore loin et comme il pleut de plus en plus, nous avons peur de nous perdre. Avant de nous rendre au village, nous décidons de nous mettre à l'abri sous un arbre près des feux et d'attendre que l'aurore apparaisse et que la pluie se calme. Pour le moment, le sort de Manola, de ma sœur et de mon beau-frère ne nous inquiète pas. S'ils sont montés à bord d'un camion, ils nous rejoindront dès demain à la Jonquera. Dans ce petit village, ce sera facile de se retrouver. Qui plus est, nous sommes sûrs qu'ils viendront nous chercher. L'urgence pour l'instant, c'est de passer la nuit le moins inconfortablement possible. Aussi, nous quittons le chemin. En faisant attention de ne pas trébucher sur le terrain accidenté, nous avançons dans l'obscurité totale, serrés les uns contre les autres. Et à champ ouvert, uniquement orientés par la lueur stellaire des feux, nous pénétrons dans les confins de la nuit. Peu à peu, les petites étoiles grandissent pour prendre la forme de feux de camp. À la lumière oscillante de leurs joyeuses flammes, nous apercevons maintenant les camions et les chariots disséminés dans la vallée. À contre-jour, nous voyons également un va-et-vient d'ombres chinoises qui s'approchent d'un feu pour lancer quelques branches. En se ravivant, la lumière laisse apparaître un groupe de gens frigorifiés qui tendent leurs mains vers les flammes dans un geste de rite primitif. Nous réussissons à atteindre un feu qui crépite allègrement entre deux chariots. C'est un bivouac de paysans
il nous laisse nous approcher. Comme on est bien à la chaleur des flammes, si ce n'est cette pluie persistante, mais il n'y a pas moyen de l'éviter. Nos yeux perçoivent seulement quelques pins rachitiques et un arbre effeuillé qui dort dans son sommeil hivernal. De l'intérieur d'un chariot nous parvient un rythme tranquille de quelques ronflements, et du chariot voisin les braillements d'un gosse qui ne veut pas dormir. Mais les membres de cette petite tribu ont préféré la chaleur des flammes à l'ambiance désaccordée de leur lit ambulant, et ils restent là, autour du feu, sans se décider à rentrer dans leur chariot malgré la pluie. Ils ont sorti quelques chaises et on dirait de paisibles paysans réunis devant la porte de leur ferme après une journée de travail. Un vieil homme somnole enroulé dans sa couverture. De temps à autre, une gourde de vinasse passe de main en main. Ils boivent tous une gorgée, s'essuient les lèvres sur la manche et la gourde fait le tour du bivouac avant de revenir entre les mains de celui qui semble être le chef de famille. Peu de conversation, une question isolée, une réponse brève, sans enthousiasme. Télésphoro, t'as pensé au mulet? Oui, je l'ai mis au tourteau. Je lui ai mis du tourteau. 5 longues minutes de silence. Une bouffée de cigarette. Tu lui as chargé les sacs? Oui, c'est fait. Et un autre long silence. Un grand gaillard lance une nouvelle brassée sur le feu. Le bois vert fraîchement coupé crépite au contact des flammes. Une pauvre femme enveloppée dans son châle lance un soupir et reste là, ses deux mains jointes dans la pile de sa robe à contempler les flammes. Celui-ci, qui semble être le père de famille, prend lentement un tison pour allumer sa pipe, puis le rejette au feu. Tout ceci a une triste allure de veillée paysanne. On regarde les chariots en croyant découvrir à travers leur toile le cadavre d'un proche et à la lumière tremblante des cierges. Mais de l'obscurité intérieure de ces bâches ne sortent que des solennels ronflements d'un dormeur et des notes monotones d'une berceuse. Et l'on repense à ce paisible tableau de paysans qui se reposent devant la porte de leur maison. Mais non, ce campement improvisé n'est pas un cadre de paix. Dans chaque subconscient règne cette impression de veillée funèbre. On va enterrer quelque chose ou on va irrémédiablement perdre quelque chose. Et une voix insonore pénètre toutes les âmes depuis ces ombres inondables. C'est la voix des Pyrénées qui sont là, tout proches, encore invisibles, mais dressés au milieu de la nuit, tels des remparts de la patrie. Oui, avec notre âme, nous l'entendons. Et cette voix des Pyrénées, cette voix insonore, c'est la voix des montagnes qui vient nous rappeler que la patrie s'achève un peu au-delà de ce bivouac de campagne. Ce rassemblement autour du feu ressemble bien à une veillée mortuaire. La patrie matérielle va bientôt partir en fumée dans nos vies et à travers la pluie et la nuit parviennent jusqu'à nous les parfums de la France. Et pour nous, la France, c'est l'exil. Je m'arrête là, il reste seulement quelques pages de ce chapitre à lire. Le chapitre de la Jonquera, c'est la fuite vers la Jonquera, vers le 29 janvier 1939. Je vous laisse réfléchir à la situation et au mal-être de ce personnage. Essayez de faire la liste des choses qui rendent inconfortable cet exil. Voilà, je vais lire le chapitre 8 tout à l'heure.